Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Datapéro. Aujourd'hui, nous allons parler de plateforme data parce que c'est un sujet qui revient souvent chez nos clients et notamment quand on parle avec les DSI ou les équipes techniques chez nos clients, se pose la question de l'historique de l'entreprise, ses architectures vieillissantes autour de l'exploitation des données, la volonté de moderniser, d'aller plus vite et de devenir finalement l'entreprise data-driven tellement recherchée par la direction. Mais on va en discuter avec nos deux invités du jour parce qu'il y a forcément du buzz, du rêve, pas mal de promesses faites par les éditeurs, et puis il y a la réalité du terrain, notre quotidien, on va dire. Donc aujourd'hui, on a convié Jérôme, qui est associé chez Datasulting, et Sébastien, qui nous parlera d'Orchestra, puisque lui-même est responsable des sujets data chez Orchestra. Donc merci à tous les deux d'être présents dans ce Datapéro. Et je commencerai par une première question qui vous concerne. Dites-nous pourquoi ce sujet vous concerne particulièrement et en quoi il vous intéresse. Alors Sébastien, comme ça je t'invite à te présenter ta boîte, et puis nous décrire un peu ton intérêt pour la question. Alors moi c'est Sébastien Donati, je suis chez Orchestra depuis un peu plus de 12 ans maintenant et je suis directeur du pôle data. Ok. Donc ce sujet m'intéresse parce que nous avons engagé depuis 2-3 ans une transformation technologique, notamment qui a fait suite à un diag data. Euh, et on s'est rendu compte que l'architecture commençait à être vieillissante. Alors vieillissante, nous, on n'en avait pas forcément mesuré jusqu'à quel point elle était vieillissante, parce qu'on s'était concentré sur les outils de restitution, donc sur la couche visible et pas sur la couche qui n'est pas visible. Et depuis 2 ans, on a été amené à réfléchir à une nouvelle façon d'appréhender la chose et d'accéder à la donnée. Donc pas spécifiquement pour les équipes techniques, mais aussi pour les équipes métiers. Et je pense qu'on creusera un peu le Et sujet c'est ça, plus on tard. y reviendra tout à l'heure. Donc merci Sébastien. Peut-être Orchestra en quelques mots, tu nous dis un peu qui Alors, c'est. Orchestra, en quelques mots, c'est une entreprise de la région montpelliéraine qui vend du textile et de la puériculture, qui a environ 250 magasins en France et à peu près 400 dans le monde, et qui a fêté ses 30 ans tout récemment. Bon anniversaire, Orchestra. Je crois qu'on en Merci. fêtera un autre. Jérôme, est-ce que tu peux te présenter brièvement et puis nous dire voilà, qu'est-ce qui motive ta présence aujourd'hui? Oui, bonjour, Jérôme Hugueny, donc directeur de l'ABU Conseil Data IA chez Datasulting. Et ce qui motive ma présence, alors déjà j'ai eu la chance d'accompagner Sébastien, et puis le sujet des plateformes data et spécifiquement de la rénovation des plateformes data est particulièrement intéressant parce que on a des opportunités technologiques, des nouvelles solutions qui transforment la façon de faire, et c'est certes des opportunités technologiques, mais qui permettent d'un point de vue métier de faire les choses très différemment, à la fois dans des cas d'usage particuliers autour de la forte volumétrie qui permet de faire de la connaissance client, qui permet de faire de la qualité des données, mais aussi qui tire d'autres usages de la data et qui tire un certain nombre d'enjeux de gouvernance, de transformation. Mais on aura l'occasion d'en discuter Super. aujourd'hui. Merci Jérôme. Alors, lors du temps de préparation, en fait, alors moi j'avais prévu de vous orienter beaucoup sur l'acculturation, sur ce que Mm. sont ces plateformes data, quels sont les enjeux, les coûts Mm. de mise en œuvre, etc. Et puis le fait que Sébastien pratique beaucoup et en ce moment il essaye de parler avec ses données, enfin je dirais pas il essaye, il le fait, ça a soulevé pas mal d'autres questions et des échanges entre vous qui étaient assez intéressants. Donc cette vidéo permettra à la fois de partager les sujets pour ceux qui se posent des questions sur les choix, les arbitrages, mais aussi ceux qui veulent aller plus loin, accélérer sur ces sujets de, c'est quoi, la self-service BI, de mettre de l'IA dans ces processus autour de l'exploitation des données. Donc tout ça sera exploré lors de cette vidéo. Alors moi, je tiens à le rappeler, je suis Gaël Philippe, je suis le président de Datasulting et comme à mon habitude, je suis le gentil animateur de ces formats enregistrés que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, alors on a commencé à rajouter des petites touches du jeu en gros pendant nos datapéros. Donc tous les deux vous aurez votre petite ardoise parce que je Merci. vous poserai des questions tout au long de notre échange et ça sera intéressant que vous puissiez positionner chacun de votre côté sans partager votre réponse pour que je vois un petit peu comment ce que vous pensez du sujet. Et puis comme j'aime bien qu'on vulgarise les sujets que l'on partage,
Première erreur, c'est si vraiment, moi, je suis largué, je ne comprends pas ce que vous racontez, carton jaune, et puis si vraiment ça va loin, ça peut aller jusqu'au carton rouge. Attention, je suis terrible en arbitrage. Alors, avant de démarrer, j'aimerais déjà qu'on parte un petit peu, et Jérôme, je vais m'adresser à toi, d'une définition. C'est quoi une data platform? Parce qu'on en parle beaucoup, mais j'entends, moi, des noms, tu vois. Alors, historiquement, une data platform, c'est la solution informatique qui permettait de répondre aux différents usages de la donnée en entreprise. Et c'est les usages au-delà de la pure automatisation, au-delà des ERP, CRM et tous les logiciels métiers opérationnels. Donc la data platform, c'était habituellement un entrepôt de données, des process d'alimentation, de transformation des données, et une ou plusieurs suites de visualisation, de reporting. Voilà, ça c'est la définition historique. Mais avec l'émergence de l'IA, on a des nouveaux cas d'usage qui mixent la data et l'IA. Et du coup, cette définition historique tend à évoluer. Et du coup, pourquoi ces plateformes-là, en ce moment, on dit, voilà, ça devient indispensable de moderniser. Pourquoi ça devient indispensable? Alors, on a historiquement, en fait, les data platforms ont été centrées sur un entrepôt de données. Data platform, c'est l'intégration de données pour permettre la redistribution à différents métiers pour différents cas d'usage. Et elles ont été construites autour de technologies qui sont les technologies de base de données qu'on va qualifier de traditionnelles, celles qui ont été pensées dans les années 70 pour l'opérationnel. Et on a fait évoluer ces choses-là, mais on rencontre encore aujourd'hui des data platforms basées sur ces technologies. Et en fait, au cours des 20 dernières années, on a eu une révolution dans la façon de traiter, de stocker les données, qui émerge avec la vague Big Data et avec plein de nouvelles technologies qui permettent de faire des choses beaucoup, beaucoup plus performantes, beaucoup plus économiques également, et qui vont transformer les usages. D'où le fait qu'aujourd'hui, on ne fait plus du tout de la data comme hier, et on peut transformer des processus qui prenaient des heures, voire des nuits entières, voire pour certains, on a des clients qui ont des processus quotidiens qui atteignent les 24 heures. Donc on a un besoin de changer, et en fait, avec les nouveaux outils, on peut augmenter la performance d'un ratio à peu près 100, ce qui permet soit de réduire les coûts, soit de réduire le temps d'exécution, soit les deux, et qui permet aussi de traiter des données en allant dans beaucoup plus de détails, ce qui permet par exemple de faire de l'hyper-personnalisation, Ouais. ou ce qui permet de justifier des données au niveau le plus fin. Donc ça, c'est l'émergence des data platforms. Et puis, par-dessus est arrivé l'IA, ChatGPT et les logiques de parler en langage naturel avec les données de l'entreprise. Voilà. Et ça, c'est tout récent. C'est en train de se déployer en 2026. Et c'est très prometteur. Oui, ça, c'est une grosse révolution dans le métier. Mm. Alors, du coup, je vais vous poser une première question qui est plutôt généraliste. Alors, ça vient de nos amis de chez Gartner et Forrester. Aujourd'hui, quel est le pourcentage des entreprises qui se disent réellement data-driven? Donc, c'est-à-dire qui pensent pouvoir réellement exploiter leurs données et servir la performance de l'entreprise. Alors, j'ai plusieurs chiffres à vous donner. 10%. Alors, il faut savoir, Gartner et Forrester, c'est plutôt les plus grosses entreprises, mais on parle de 10%, de 20 à 30% ou de plus de 60%. Celle qui se pense data-driven. Ah bah, Ils se c'est du disent- déclaratif. ils se disent. C'est du déclaratif. Tu peux me redonner les pourcentages s'il te plaît 10%, 20, 30%, plus de 60%. J'ai aussi les chiffres de l'Observatoire de la maturité data qu'on administre et ça sera intéressant de les comparer parce que du coup, ça touche plus des plus petites catégories d'entreprises. Allez, je vous invite à retourner vos Allez. cartons. Allez, bon, ça va. Vous êtes concertés avant. Non, non, 20-30%. Donc effectivement, c'est 20-30%. Quand on regarde nous côté observatoire, donc c'est plutôt des entreprises taille PME. Eux, ils considèrent, alors j'ai 19% en 2025, qui se considéraient comme en réelle capacité d'exploiter leurs données au service de la performance de la boîte. Qu'est-ce qui explique cela? En fait, l'écart entre tout le monde se dit, allez, moi j'entends, enfin toutes les boîtes qu'on va voir, tout le monde dit je veux être data driven, en tout cas la donnée c'est clé, etc. Dans l'observatoire d'ailleurs 88% des dirigeants nous disent que s'ils exploitaient mieux leurs données ils seraient plus performants. Donc moi je me dis je suis chef d'entreprise, moi j'ai envie d'être plus performant, donc pourquoi
on n'y va pas. C'est quoi le... C'est une très bonne question. Ah, vous l'aviez pas prévu celle-là, hein. Non, 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 non. Si tu veux, je peux donner Ouais, ce que vas-y. moi je vois dans les entreprises que l'on accompagne et puis tu pourras Oui. rebondir. On a beaucoup de difficultés liées historiquement au fait que l'intégration des données pour les mettre à disposition dans une data platform et dans des reporting, les mettre à disposition des utilisateurs métiers, nécessitait en fait des travaux préalables et du coup générait pas mal de frottements, d'itérations entre des demandeurs métiers et des spécialistes techniques de la data, qui généraient soit des délais de réponse aux besoins, soit également de l'incompréhension entre des gens qui ont un besoin et qui ne sont pas des spécialistes de la data pour l'exprimer, et des gens qui sont plutôt des techniciens spécialistes de la data, mais moins spécialisés dans le métier. Et du coup, on a une sorte de coup d'interface, de frottement, donc à la fois du délai et en partie de l'incompréhension. Et tout ça est empiré par le fait que une partie des données n'ont pas le niveau de qualité pour l'usage requis, et que c'est compliqué de les corriger parce qu'on ne comprend pas trop comment ça marche. Voilà. Ouais. Donc la complexité du système fait que les plateformes data étaient souvent mal perçues, mal utilisées, en tout cas décevantes pour un nombre important de clients qui pensaient être assis sur un gisement de mauvaise qualité. Ouais, ok, intéressant. Sébastien, tu rejoins cette façon de... Oui, ouais. oui, complètement, complètement. Et même, il y a un point supplémentaire parce que nous, chez Orchestra, on a un peu tous les métiers et qui ont chacun une vision différente. Et finalement, le reporting classique est assez siloté. On n'a pas quelque chose de consolidé ou une vision transverse. Et c'est très compliqué, comme l'a dit Jérôme, d'arriver à mettre tout le monde d'accord finalement sur un chiffre, par exemple. Et le fait que ça soit siloté, historiquement, on avait des gens côté data qui étaient un peu spécialisés par domaine et qui avançaient chacun dans leur coin. Et on en arrive à un reporting complexe, gros et difficilement maîtrisable. Ouais. Et d'où aussi le fait de moderniser la plateforme. Comme je disais en préambule, on s'était concentré, nous, il y a quelques années, sur la couche visible, sur la couche de restitution. On se disait, on va moderniser les outils côté métier, sans se concentrer sur le socle. Et finalement, on a passé beaucoup de temps à essayer de faire des tableaux de bord, au lieu de se concentrer sur la qualité de la donnée et sur comment modéliser la donnée pour qu'elle soit accessible beaucoup plus rapidement et qu'elle soit comprise par tous. Le gros avantage des data platforms modernes, c'est qu'on peut construire beaucoup plus rapidement et le but, c'est d'arriver à créer un élan collectif autour de la donnée transverse et que tout le monde parle le même langage. Ouais. Et le choix qu'on a fait il y a quelques années, il était pertinent côté peut-être métier, pour leur donner un peu de nouveau, de modernité, mais de notre côté technique, on était toujours à courir derrière, à essayer d'optimiser chaque requête, et on a perdu beaucoup de temps là-dessus. Et le fait de basculer sur une architecture moderne, vu tout ce qui arrive en ce moment, est quand même beaucoup plus pratique pour nous, et on recentralise toute la partie, toutes les règles métiers qu'on a mis dans les différentes restitutions, en fait, on la rebascule côté plateforme data, côté data, pour que tout soit centralisé et que les règles, elles soient communes à tout le monde et elles soient partagées. Et alors du coup, je vais rebondir là-dessus. Qu'est-ce qui a fait, parce qu'il y a 2 ans, alors, on s'en avait parlé, c'était il y a entre 2 et 3 ans, enfin il y a 2 ans, on se parlait, vous n'aviez pas encore fait ce choix. Qu'est-ce qui a fait la bascule? C'était quoi les motivations, les critères qui ont fait... Alors, la bascule, c'était déjà dans la conclusion du diagnostic. Finalement, on était bien structuré. La donnée était alors propre, on va pas dire propre. Il y a ça peut Relativement. les données, en fait, les flux étaient standardisés, mais finalement, on partait du principe que la partie alimentation de données, le data warehouse,
c'était la vérité absolue et qu'il fallait se concentrer sur la partie REST. Le Diag a fait ressortir un point, c'est qu'en fait, on avait tordu un peu le système. On était arrivé au bout des capacités et finalement, on en demandait toujours plus côté infra pour un service qu'on veut fait acceptable finalement. Ça marchait bien, hein, mais ça a fait ressortir que ça pouvait marcher encore mieux si on avait un outil qui était adapté, qui était spécialisé. Et c'est ça qui a été le déclencheur. Et finalement, 1 an et demi après, on se rend compte, on a encore les 2 plateformes qui tournent. Et honnêtement, l'ancienne plateforme, de notre côté, on ne l'utilise plus. C'est effectivement un écueil, c'est-à-dire qu'on a des possibilités, des opportunités, que ce soit technologiques ou dans l'usage métier. Néanmoins, ça reste fondamentalement un projet d'architecture, un projet technique. Et du coup, on connaît la difficulté dans une entreprise d'investir dans un projet pour lequel aucun métier, finalement, n'a de ROI, ou en tout cas ne peut être garant du ROI. Et du coup, les décisions qui amènent à lancer ce type de projet, elles sont souvent de 2 ordres. Soit on a un problème d'infrastructure. J'ai évoqué des traitements quotidiens qui vont dépasser les 24 heures, et c'est juste pas possible. On a des questions de coût quand on doit augmenter la taille du serveur de base de données ou de restitution. Voilà, certains ont 300 enfin 300 gigas, pardon, de RAM sur leur serveur. Voilà, et quand on en est à doubler la taille du serveur, ça engendre des coûts qui peuvent du coup justifier un retour sur investissement technique et donc déclenché. Ou alors, on a des métiers qui ont des besoins qui ne peuvent pas être couverts par les techniques actuelles. Et ça peut être typiquement de remplacer des cubes qui servent au reporting financier, mais qui nécessitent des temps de chargement, voire des itérations qui ralentissent le process de clôture. Ou ça peut être des cas d'usage autour de la connaissance client qui nécessitent d'explorer au niveau fin le comportement individuel de chaque client pour pouvoir faire des micro-segments et de l'hyper-personnalisation. Donc ça, c'est des cas d'usage, mais en fait, souvent, on est dans des situations de statu quo où finalement, les métiers aimeraient améliorer à la marge un délai, mais ne vont pas porter une rupture technologique. Et c'est ça qui fait que des solutions anciennes qui, objectivement, aujourd'hui, sont inadaptées, perdure parce que le déclencheur en fait est difficile à justifier, à matérialiser, alors qu'en fait après avoir fait la transformation, les choses s'imposent, mais ça reste un projet fondamentalement d'architecture, de technologie qui est du coup peu compréhensible. C'est pas la priorité dans l'agenda des décideurs métiers. Oui, généralement on met ça en fond de cale, hein, on va pas soulever le capot et voir exactement ce qu'on a derrière. Et généralement on demande à ceux qui sont en charge de ça, bon, fais en sorte de faire de la magie et de nous sortir ce dont on a besoin, débrouille-toi avec la mécanique. Du coup, pour revenir à cette mécanique, vous partiez d'où? C'était quoi la stack en place? C'est vers quoi vous avez basculé concrètement les noms? J'ai besoin d'avoir un petit peu de détails là. Oui, concrètement, on avait alors déjà le vrai déclencheur un peu avant le Diag a été le changement de notre logiciel d'encaissement où on s'est reposé côté architecture en disant avant tout le monde utilisait un ETL, que ça soit dans les flux interapplicatifs et dans les flux data. Et s'est posé la question de dire mais est-ce que vraiment tout le monde a besoin d'un ETL et est-ce qu'on a vraiment besoin d'un ETL? À l'époque, il y a eu un consensus et on s'est dit bon, l'ETL va être réservé à l'équipe data. Donc on a commencé à se dire on va prendre un nouvel ETL un peu plus moderne que ce qu'on avait. Donc on a fait des nouveaux flux d'alimentation sur ce logiciel d'encaissement côté data avec un nouvel ETL, mais en gardant les anciens flux sur l'ancien ETL. Et on avait quelques flux annexes un peu spécifiques sur un troisième ETL. Donc on avait 3 outils différents pour alimenter un data warehouse, qui était un SQL Server, une base relationnelle traditionnelle. Alors comme je disais, on avait un peu tordu les capacités des serveurs pour répondre aux besoins, mais on n'arrivait quand même pas à traiter l'intégralité des cas d'usage qui étaient demandés, la connaissance client ou des analyses très fines au niveau du stock. On a une très forte volumétrie au niveau ticket de vente ou au niveau stock, parce que la combinaison
articles, magasins, fait qu'on a des centaines de millions de lignes à traiter. Donc on était arrivé un peu à une limite. Et s'est posé la question de se dire, on a plusieurs outils pour alimenter une base de données. Le point de départ, c'était qu'est-ce qu'on fait de ces outils? Est-ce qu'on migre l'intégralité des flux sur l'ETL qui avait été choisi à l'époque? Est-ce que finalement, on change complètement d'idée? Alors ça, c'est le Diag Data qui l'a fait ressortir, hein, que finalement, l'architecture finale ou la plateforme data, si elle était modernisée, on pouvait en profiter pour refondre tous les traitements. Donc c'est vraiment parti d'une réflexion qui s'est faite petit à petit. Mhm. Et la conclusion qu'on a faite il y a 2 ans, c'était effectivement, il faut profiter, c'est le moment pour tout changer et pour se moderniser. Pour se moderniser côté plateforme data, mais tous les processus qui vont autour de l'alimentation de la donnée, de la préparation de la donnée, pour être en capacité d'adresser tous les cas d'usage de demain. Tous les cas d'usage qu'on mettait de côté parce que finalement, c'était trop complexe ou trop long. Donc on se disait toujours, on le fera plus tard quand on aura le temps. Et du coup, tu peux me citer un outil là qui, pour toi, ça a changé ta façon de travailler la data justement. C'est la combinaison C'est des la outils combinaison. finalement. C'est Ok. vraiment la combinaison parce que un outil, nous on a basculé sur Snowflake. Ouais. Donc finalement, c'est une base de données comme une autre. Ça n'a pas changé notre quotidien, Ok. juste Snowflake. On écrit toujours des requêtes SQL. Ça restait la base de données. Et on a finalement, l'écosystème, on a changé de la façon d'alimenter les données. Donc on utilisait un ETL. Donc normalement, il y a un process d'extraction, un process de transformation et un process de chargement. Et en étudiant les différents flux, on s'est dit, ce qu'on fait, c'est pas de l'ETL, c'est de l'ELT. Pareil, on avait tordu le système parce qu'on s'était rendu compte que le moteur de la base de données était beaucoup plus performant que l'outil qui était censé tout faire. Donc on s'est dit, ça tombe bien. Les outils modernes, ou en tout cas la stack data du moment, c'est exactement ce qu'elle fait. On extrait le plus rapidement possible les données, on les charge dans une base qui est beaucoup plus puissante, et on applique toutes les transformations sur cette base. Et tout est centralisé. Donc c'est la combinaison de tout ça. C'est pas juste une brique. C'est la brique complète. Nous, on a un petit outil pour faire l'extraction qui s'appelle Sling, un outil de transformation DBT et Snowflake. Et donc c'est la combinaison de tout ça qui finalement fait qu'aujourd'hui on est beaucoup plus à l'aise. Et c'est même si les process unitairement étaient assez standards, là on a le même pattern pour chaque flux. On a des flux d'extraction, des flux de transformation, et on a la donnée finale qui est accessible. Et on connaît l'intégralité des traitements qui sont faits. C'est ça aussi le gros plus pour nous par rapport à avant. C'est qu'on peut suivre toute la trace à partir du moment où elle est sortie et où elle va être restituée. Ok, super. Alors Jérôme, peut-être pour rebondir, j'aimerais savoir, parce que nous on en voit quand même pas mal des entreprises. Là on a le contexte d'Orchestra. Une boîte aujourd'hui qui souhaite migrer, basculer dans cette nouvelle stack, enfin cette nouvelle projection de l'organisation de ces données. Qu'est-ce que tu aurais tendance à leur conseiller? Est-ce qu'on y va en mode Big Bang, on change tout du jour au lendemain? Est-ce qu'on est partiel, hybride? C'est quoi la démarche adoptée? Alors, déjà, il faut y aller, parce qu'effectivement, la difficulté, on l'évoquait tout à l'heure, c'est le déclencheur, mais en vrai, les plateformes sont tellement plus efficaces, que ce soit dans le fonctionnement, mais aussi dans le développement, que ça vaut le coup de refondre en fait les gains de productivité pour l'équipe, les gains de cas d'usage nouveaux, les nouveaux usages liés notamment à l'arrivée de l'IA nécessitent de lancer ce type de projet. Alors, ça peut faire peur parce qu'effectivement, comme le soulignait Sébastien, on a beaucoup de changements. On a un ETL qui, en fait, on s'en aperçoit, n'a plus tellement d'utilité. On a une nouvelle base de données qui semble extrêmement différente. Si on veut avoir du lignage, de l'industrialisation, c'est aussi le moment de passer à des pratiques de gestion du code source, de CI/CD. C'est aussi
des changements de pratique au niveau de la qualité des données, au niveau de la gouvernance des données. Donc voilà, ça peut faire très peur, Mhm. mais en même temps, c'est aussi dans la continuité. C'est-à-dire que la base de données, ça reste une base de données avec des tables, des colonnes, avec du SQL, et c'est le même SQL. C'est juste que ça va beaucoup plus vite, infiniment plus vite. Tout simplement, on peut maîtriser la vitesse. Et voilà. On fait plus de TL, mais in fine, c'est pas une perte parce que c'est des outils qui étaient censés faciliter l'industrialisation, la collaboration, mais qui in fine nécessitaient une montée en compétences, voire des compétences rares, que l'on remplace par du SQL qui est déjà maîtrisé dans les entreprises. Et du coup, on passe de quelque chose qui était compliqué à quelque chose qui est différent, mais in fine plus simple, plus rapide, plus efficace. Et ne serait-ce que pour le développement, quand on développe, que l'on veut tester des choses, y compris quand on est sur un milliard de lignes, et ben, tester un milliard de lignes, en fait, ça se fait en quelques minutes, voire quelques secondes. Du coup, ça permet de tester tous les cas d'usage beaucoup plus rapidement, d'automatiser des choses. Du coup, le changement, il n'est pas si important. Donc, moi, je serais plutôt, pour répondre à ta question, dans l'idée d'y aller le plus rapidement possible. Objectivement, les plateformes data anciennes technologies, elles ont 20 ans de retard et les entreprises perdent en productivité et en capacité d'exploitation. Après, est-ce qu'on fait un Big Bang ou un remplacement dual? Quasiment tout le temps, c'est une architecture duale, dans la mesure où on a besoin de tester, en tout cas c'est la volonté des clients, de tester la nouvelle architecture pour rassurer les métiers. Alors attention à cette approche avant-après de migration technologique, on se dit qu'on pourra tester la nouvelle par rapport aux chiffres de l'ancienne plateforme, mais la réalité, c'est qu'en fait, comme on refond les choses, qu'on les fait plus propres, on a des résultats plus justes, mais qui sont différents. Donc voilà, la phase de test n'est pas aussi simple que ça. C'est pour le mieux, naturellement, mais du coup, oui, une migration duale, de sorte à bénéficier le plus rapidement possible de la nouvelle technologie, mais éteindre aussi le plus rapidement possible l'ancienne, ce qui n'est pas très aisé. Par contre, il faut garder en tête que la nouvelle plateforme, c'est finalement peu de compétences additionnelles et ça se paye à l'usage. Donc les coûts, il n'y a pas de coût d'investissement dans les licences typiquement, et si on s'en sert peu, donc pendant la phase duale, eh ben ça coûte pas cher. Ok, alors ça répondra à une question sur laquelle je vais revenir plus tard. Du coup, peut-être pour aider à résumer un petit peu les critères de choix, Mm. c'est quoi les critères, si on doit avoir quelques critères en tête pour un DSI qui se pose des questions, comment je sélectionne la bonne stack data, j'ai eu souvenir d'avoir rencontré Jérôme notamment qui avait des questions sur le sujet à l'époque et il se posait des questions sur Fabric, Snowflake, etc. Comment je choisis? C'est quoi les critères? Alors peut-être je te les pose à toi, Jérôme. Alors, aujourd'hui, on a vraiment une technologie qui est au centre de la plateforme data, qui est la base de données décisionnelle, qui est orientée colonne. Et il y a un type de base de données unique, avec plusieurs représentants. On peut citer des noms, hein, Snowflake, BigQuery, on a les warehouses de Fabric, on a du Databricks, on a Redshift, et on a quelques solutions. Alors on n'a pas de solution souveraine, mais par contre on a des solutions qui peuvent s'installer on-premise, notamment ClickHouse. Et du coup le choix en fait se porte entre ces plateformes globalement. Il y a quelques autres technos qui émergent, hein, mais si on veut des choses robustes et prouvées, voilà, on a une petite liste. Et dans cette liste, en fait, on a des plateformes on a des services qui sont monoplateformes. BigQuery ne fonctionne que sur Google Cloud Platform, Fabric ne fonctionne que sur Microsoft. Du coup, en fonction des choix de plateforme de l'entreprise, on a la possibilité qu'entre un petit nombre de solutions. Donc ça réduit un petit peu. Et après, entre ces solutions, si les performances sont relativement similaires dans la mesure où elles sont basées sur les mêmes approches sous-jacentes, on a par contre des business models ou des niveaux de paramétrage qui font que certaines sont plus complexes que d'autres à déployer ou permettent un petit peu plus de tuning, de paramétrage. Du coup, en fonction des compétences présentes dans l'entreprise, de l'orientation sur une plateforme particulière, on peut choisir l'une ou l'autre. Donc voilà, la performance économique, si tu veux, est assez similaire. Par contre, il peut y avoir des adhérences
avec les choix de plateformes qui sont déjà faits, ou au contraire la volonté de ne pas mettre toutes ses billes dans le même panier, et du coup le fait de choisir par exemple une solution qui est multiplateforme ou une solution qui peut se déployer on-premise. Ok, très clair. Alors, maintenant, je vais rentrer un peu dans le dur, entre guillemets, entre la promesse des éditeurs et la promesse peut-être des conseillers, aussi des consultants, et la réalité du terrain. Est-ce que la promesse est tenue, Sébastien? Alors pour moi, la promesse, elle est plus que tenue. Ça a dépassé toutes nos attentes. Finalement, on avait vu ça comme une autre base de données. On s'est dit, ça va pas changer notre quotidien, juste les traitements seront un peu plus rapides. Mais on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus rapide, oui, mais qu'on avait accès à des services additionnels dont on n'imaginait même pas l'existence. Euh, pour moi, Snowflake, c'était juste une base de données. Donc, en commençant à travailler dessus, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un écosystème, qu'il y avait des traitements natifs. Là, en ce moment, l'IA aussi s'est invitée dans la partie et peut nous aider à comprendre des choses directement sur nos données, directement sur la plateforme avec nos configurations. Donc c'est pas que pour l'utilisateur final, finalement, c'est aussi pour nous. Et tout ça, on l'avait pas forcément en tête, on l'a pas forcément vu arriver, et on en profite au quotidien. Et pour moi, c'est vraiment là la puissance de ces plateformes modernes, c'est qu'il y a des mises à jour. Il y a des mises à jour, alors pas, c'est pas quotidienne, mais le système vit avec son temps. Nous, on était restés sur un système qui bougeait plus. Notre ancien data warehouse, il bougeait pas beaucoup et on le maîtrisait. C'est ça qui est aussi perturbant, c'est qu'on a l'habitude de travailler d'une certaine manière et là, on a un peu bousculé les choses et finalement, on se dit, c'est un confort pour tout le monde, y compris pour certaines personnes ou pour les plus anciens. Je pensais que ça allait être un choc pour eux et finalement non, c'est les premiers contents à avoir un nouvel outil, à voir la puissance de calcul et on a peut-être eu au début un peu du mal à se projeter et on réfléchissait comme avant. Donc comment il faut modéliser ou comment on fait pour gagner le plus de temps ou pour que ça soit le plus optimisé possible. Mais là, on se rend compte qu'il n'y a pas de limite. Il faut arrêter de penser comme avant Donc ça veut dire qu'il va falloir changer. En gros, quand on intègre ce type de plateforme, de changement, oui, il faut aussi accompagner le changement des équipes sur leur manière de bosser. tout à fait. Ouais, Tout ok, à fait. Faut plus raisonner comme avant. On a moins alors je vais pas dire on n'a plus de limites. C'est pas vrai. Il faut quand même surveiller ce qu'on fait. Les coûts, alors les plateformes sont quand même très bien faites. On peut suivre vraiment les coûts de manière très fine. Mais le stockage est plus un problème. Avant, on essayait d'empiler des tables consolidées pour que côté Restit, ça soit beaucoup plus rapide. Et là, finalement, on réfléchit différemment. On peut se permettre d'exposer la donnée la plus détaillée. On peut gérer beaucoup plus facilement ces consolidations. Avant, les traitements de consolidation prenaient des heures et il fallait quand même vérifier que la donnée la plus détaillée correspondait à ce qu'on avait consolidé. Et on avait une mécanique qui faisait que ça pouvait pas reprendre tout l'historique. Donc si jamais, c'est déjà arrivé, on devait faire des évolutions, et il fallait relancer un traitement historique qui était très long. Ouais. Aujourd'hui, on ne se pose pas la question. Certaines tables, elles sont recréées en intégralité tous les jours. Il y a des centaines de millions de lignes qui sont recréées. Donc c'est beaucoup plus de souplesse et de facilité donc au c'est quotidien. beaucoup plus de souplesse. Ouais, okay. On change une règle, le lendemain, c'est bon. Elle est visible par tout le monde. Jérôme, tu voulais compléter? Oui, effectivement, c'est beaucoup de changements. Pas tant que ça, parce que les technos, finalement, ça fait peur. C'est une autre façon de faire, mais la techno la plus importante, à savoir le langage d'interrogation des données, le SQL, ne change pas du tout, et c'est juste beaucoup plus performant. Donc effectivement, ça permet d'éviter de contourner plein de choses avec des agrégations, des étapes successives, des choses qui, en fait, in fine, n'ont pas d'utilité, qui masquent aussi
qui génère de la complexité, c'est-à-dire que si dans une étape d'agrégation troisième du nom, on a une donnée qui est fausse, pour remonter et comprendre la source, c'était très long en investigation. Les façons de faire aussi sont différentes, et je reviens sur les ETL. Avant, on définissait toutes les transformations, on les séquençait dans un ETL, et ça paraissait essentiel de définir dans quel ordre on fait les choses. Et bien maintenant, en fait, on ne définit plus. C'est-à-dire qu'en fonction des requêtes que l'on construit, elles ont des dépendances parce qu'elles utilisent des tables qui ont été faites. Et du coup, la chaîne de traitement se construit automatiquement. Et ça, c'est très perturbant pour des gens qui ont l'habitude de tout maîtriser. Mais c'est juste plus simple, plus efficace. Et ça paraît tellement naturel à ceux qui l'ont déjà fait que les méthodes d'avant, en fait, sont étonnantes. Mais ça, du coup, c'est un changement qu'on a du mal à percevoir tant qu'on ne l'a pas vécu. Ok. Oui, je suis d'accord, ouais. Toutes les dépendances, on faisait ça manuellement avant. Oui. On essayait d'enchaîner les traitements de manière logique. En fait, là, on n'a plus besoin de penser à ça. Il faut bien penser à la structure des tables, aux relations entre les tables, mais le système, après, il fait tout seul. Donc, on a enlevé une partie d'un travail qui n'apportait rien et qui pouvait engendrer des vraies erreurs si on oubliait une dépendance. Et l'autre élément qui est assez transformant, et ça vient avec l'IA générative, c'est qu'on passe d'outils qui étaient plutôt basés sur des interfaces graphiques pour définir les traitements, à des outils qui sont basés sur du script. Et en termes de changement, hein, ça fait peur à des gens qui ont l'habitude de choses en no-code ou low-code, de passer dans du script. Mais par contre, la contrepartie, c'est qu'on a les agents d'IA génératif qui peuvent générer du script. C'est ça. Donc et le potentiel, bien sûr, le potentiel est Ah. incroyable. Ouais. Mais par contre, c'est un changement d'usage qui est assez important. Ok. Oui, et juste pour rebondir, ça me fait penser à ta question sur est-ce qu'on fait un Big Bang et comment on fait. Le fait de refaire, finalement, ça nous permet de reposer les choses. Et ce qu'on n'avait pas fait peut-être depuis longtemps, c'était reparcourir toutes les données. Est-ce qu'elles sont utiles, pas utiles? Mettre des fois une description sur chaque champ. Donc on s'est contraint à faire ça sur tous nos flux. Et finalement, il n'y a que maintenant qu'on se rend compte de l'avancée que c'est, de l'impact, justement grâce ou à cause de l'IA. L'IA peut lire les données, peut proposer plein de choses, et le fait d'avoir tout documenté nous permet d'avoir une vraie, il y a une vraie valeur ajoutée à tout ça. C'est qu'on peut utiliser l'IA pour en savoir encore plus. Que avant, on n'avait pas forcément de définition, juste des noms de colonnes qui sont des noms techniques, et il fallait vraiment connaître pour savoir ce qui se cachait derrière. Maintenant, tout le monde dans l'équipe, même ceux qui n'ont pas trop d'historique, peuvent comprendre. C'est easy. Alors easy. Du coup, c'est important parce que je vais vous poser une question. Alors, la question, elle est toute simple. C'est aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'Orchestra, qui est quand même un grand groupe, mais est-ce que ces solutions, cette façon de penser, est adaptée aux PME? Je vous demande juste de me répondre par oui ou non, ou autre réponse, à vous de vous positionner sur le sujet. Donc PME, avec son contexte que vous connaissez, plus petite structure, moins de monde, potentiellement moins de logiciels aussi, un ERP qui prend beaucoup de place. Moi, je dirais oui. Bon, voilà, j'ai spoilé. Alors oui, sans surprise, oui. Alors pourquoi oui? Parce que j'ai quand même pas mal de PME qui se posent la question, qui disent finalement, moi j'ai un ERP qui fait une grosse partie du job, j'ai peu de ressources. Donc je sais pas, Sébastien, du coup ça vaut le coup de commencer par toi? Après, oui, moi c'est peut-être un cas particulier parce qu'on est une entreprise qui utilise de la donnée depuis très longtemps. Donc finalement, on avait cette culture de la donnée, mais vu l'accessibilité de ces plateformes et la simplicité, je ne vois pas pourquoi il faudrait s'en priver. Pour moi, vu ce qu'on avait avant et vu la complexité de mise en œuvre de ce qu'on avait avant, je me dis, finalement, c'est plus simple maintenant, c'est accessible, les coûts sont maîtrisés. Donc par rapport à une architecture ancienne, si on en a une,
il n'y a pas d'hésitation à avoir. Et si on n'a rien, c'est encore plus facile finalement. Autant aller directement sur ces plateformes qui sont accessibles facilement, qui sont déployables facilement, où il n'y a pas d'infrastructure locale à gérer. Donc oui, moi je dirais oui, oui Et et toi, oui. Jérôme, tu vois pas mal de Oui, PME quand même oui, aussi? j'ai mis un oui avec une petite étoile. Ouais. Effectivement, à partir du moment où une entreprise aurait une base de données pour le décisionnel ou quelqu'un qui manipule des données, la réponse est oui, franc et massif. Pourquoi? Parce que c'est plus simple à déployer, effectivement. Ça se déploie en un clic, c'est de l'infrastructure managée. Donc, il n'y a pas de responsabilité d'administration, il y a beaucoup moins de tâches. En fait, tout est plus simple. Euh, c'est embarqué dans le service. Il n'y a pas de coût initial. Mm. Ça se paye à l'usage. Donc, au pire, euh, au pire, on arrête et il n'y a pas eu d'investissement. Mm. C'est hyper efficace en termes de coût, donc ça coûte moins cher que les autres façons de faire. Et en termes de technologie, finalement, en termes de compétences, ça se résume voilà, à du SQL. On n'a plus besoin de langage particulier pour traiter des données. Donc c'est assez simple. Après, les toutes petites entreprises auront pas forcément envie d'avoir un entrepôt de données. Mm. Auquel cas, si on a des volumétries qui permettent tout simplement de traiter que dans la visualisation, il n'y a pas forcément, et une complexité relativement faible des données, il n'y a pas de nécessité à avoir une base de données. Et donc, on peut encore simplifier l'architecture en évitant ça, mais c'est-à-dire en fonctionnant directement avec l'outil de data visualisation qui permet de faire des transformations, des préparations de données. Voilà, donc c'est le cas des petites entreprises, mais dès qu'on atteint des limites de taille, de volumétrie, de complexité, on a besoin d'un entrepôt de données pour préparer des données, et dès qu'on a besoin d'un entrepôt, ce type de plateforme, oui, il Et n'y a pas de clairement adapté. doute. Ok. Les anciennes plateformes, hein, c'est tout simplement un mauvais usage des bases de données opérationnelles, parce qu'on n'avait rien d'autre. Et du coup, pour revenir là-dessus, donc, ok, les plateformes sont clairement adaptées. Est-ce on peut rencontrer des freins au déploiement, qu'ils soient techniques ou humains dans l'entreprise? Est-ce que Sébastien, quand vous avez déployé, il y a des choses qui ne se sont pas passées telles que vous l'aviez imaginé, où il y a eu des freins en interne? Est-ce que... Des freins, non, non, non. Pour moi, alors dans l'équipe, tout le monde était content finalement de voir autre chose, Ouais. de travailler différemment. Ça peut faire bizarre de revenir sur du script et plus sur des ETL où on fait du drag and drop. Ça change le métier. Ouais. Mais finalement, ils étaient plutôt contents de ce changement. Peut-être la partie où on pensait avoir un peu de friction, c'était plus avec la partie dev ou la partie IT, ou l'extraction pure de données, où on avait plusieurs choix. On avait proposé plusieurs solutions à la suite du diag. On voulait rester maître de l'extraction de données. Donc on s'est mis d'accord sur un outil qui rentrait complètement dans le socle technique qui a été refondu il y a quelques années. C'était peut-être le seul point où on s'est dit, pour la partie extraction, on ne veut pas perdre nous la main sur les données, on veut quand même savoir connaître la source, maîtriser cette partie-là. Et pareil, on est tombé sur un consensus et un pattern à suivre pour tous les types d'extraction. Donc finalement, tout le monde est content du résultat. Alors, bon, chez vous, ça s'est passé, comme on dit, crème, hein, Alors oui, pour l'instant. Après, il y a la suite, il y a la démocratisation de ouais, l'usage et la partie restitution. ouais. Il faudra. C'est ça. Et donc là, engager les métiers et les embarquer. Mais ça, on y reviendra après. Et du coup, Jérôme, toi qui le vois aussi en amont des projets, des fois, il y a des points de blocage. Oui, alors, il y a une peur du changement parce qu'effectivement, tant qu'on l'a pas fait, on a des ingénieurs data en fait qui ont peur de perdre leur expérience, leurs compétences, leur valeur ajoutée, et qui du coup préfèrent les anciens modes de fonctionnement maîtrisés. Donc ça c'est une peur de changement, mais en général c'est avant de s'y mettre, il n'y a pas de rejet après, Après, une voilà, fois que parce c'est que lancé. les gains sont tellement efficaces, enfin,
en termes de développement que c'est tellement pratique qu'il n'y a pas tellement de débat. La difficulté, c'est de lancer le changement. Ça, c'est pour les équipes techniques. Après, on a d'autres sujets beaucoup plus métiers liés finalement aux nouveaux usages qui vont engendrer des problématiques soit de gouvernance, soit de qualité des données. C'est-à-dire que si on profite du potentiel de ces nouvelles plateformes pour désiloter, pour définir des indicateurs communs à l'entreprise, pour éviter qu'on ait deux visions du chiffre d'affaires ou de la marge, par exemple, qui sont des choses assez transversales. Si on en profite pour supprimer les étapes d'agrégation, ce qui permet de justifier n'importe quel indicateur avec le niveau de détail le plus fin qui constitue cet indicateur, ben en fait, ça va révéler des désalignements liés au silotage ou des choses qui étaient masquées dans les indicateurs et des défauts qu'on ne voyait pas par le passé. Et donc la refonte va va révéler des problèmes qui étaient latents mais qui n'étaient pas connus. Et du coup, ça ralentit le déploiement de la nouvelle plateforme parce que vous avez du coup une période duale de migration de l'ancienne à la nouvelle. La nouvelle, elle est juste, elle est fiable, elle est traçable, mais pourtant, elle donne des résultats distincts de ce qui est utilisé Donc et potentiellement un validé. problème d'acceptation. D'acceptation et puis d'investigation, de justification. Alors, ça tombe bien, la nouvelle plateforme conçue avec la capacité de justifier, de garder la traçabilité de bout en bout, permet de faciliter la justification. Mais ce qui est compliqué, c'est d'expliquer que le chiffre, bien qu'il soit justifié, est différent de l'ancien qui est communément admis depuis 10 ans. Et du coup, ça révèle du coup ça nécessite des investigations et ça ralentit en fait l'adoption. Ok, alors du coup, je vais en revenir sur les coûts, parce que tout à l'heure, on a dit que c'était globalement, ça valait vraiment le coup pour le coup. Je voulais pas faire ce jeu de mots, mais bon, il est arrivé tout seul. Est-ce qu'on gagne à tous les coups? Est-ce que réellement, il n'y a pas des situations où on peut avoir des arbitrages et dire finalement, le changement va me coûter cher parce que j'ai pas forcément bien pensé mon dispositif ou parce que l'augmentation du volume de traitement de données le justifie? Tu veux donner la vision, le vrai retour d'expérience? Je vois pas dans quel cas ça peut être trop coûteux, ou alors si on a un modèle hybride pendant trop longtemps, peut-être, parce que là on Donc a la un phase de double coût. bascule. La phase de bascule est importante. Nous, on avait une grosse contrainte, c'était de migrer l'intégralité le plus vite possible. Parce qu'au départ, on s'est quand même dit, on va tester la nouvelle plateforme sur des nouveaux cas d'usage et on va garder l'ancienne. Donc le côté direction, et surtout sous l'impulsion du DSI, la conclusion, elle était de dire non, on ne fait pas des nouveaux cas d'usage pour prouver que la nouvelle plateforme est utile. On sait qu'elle est utile, on l'a vite vue, et on y va franchement jusqu'au bout. Et la difficulté, c'est d'arriver à faire cohabiter deux plateformes, comme dit Jérôme, avec potentiellement des chiffres un peu différents. Ouais. Donc on reste sur des freins métiers, humains. Oui, et d'arriver à dire au bout d'un moment, on coupe l'ancienne, c'est fini. Ouais, ok. Jérôme, toi là-dessus? Oui, sur les coûts, en fait, on a beaucoup d'inquiétudes parce qu'effectivement, c'est payé à l'usage. Du coup, on a la crainte de ne pas maîtriser les coûts. Et c'est vrai qu'on vis-à-vis des services cloud, on a les DSI ont l'expérience du fait que certains services intermittents ont intérêt à être achetés à l'usage, et tous les services réguliers ont plutôt intérêt, si on a de la visibilité sur la charge de travail, à utiliser une infrastructure dédiée qui coûtera moins cher, et certains même souhaitent, pour des questions de souveraineté et de protection, travailler on-premise, de sorte à ne pas être exposé. Le paradigme est un peu différent sur les data platforms. Pourquoi? Parce que les traitements décisionnels sont par nature très intermittents. Et que l'usage, notamment lié à la forte volumétrie, amène à souhaiter... En fait, on a un bénéfice à avoir une infrastructure serverless, où on ne paye que ce que l'on utilise. Le paradigme est très différent. Pourquoi? Parce que on peut avoir du coup instantanément des capacités extrêmement importantes que l'on va payer à la seconde d'utilisation, et on va payer, comme le système
est complètement scalable, c'est-à-dire qu'un traitement qui prend, mettons, 1 heure sur une infrastructure 2 fois plus grosse prendra une demi-heure. Et sur une infrastructure 60 fois plus grosse prendra 1 minute. Mais 60 fois moins de temps, 60 fois plus gros, ça coûte le même prix. Et donc en fait, on a ce paradigme est complètement différent si on a une infrastructure qui est serverless et qui est réservée à la volée. La performance n'est plus un problème et on ne paye que ce que l'on utilise. Mmh. Et du coup, les infrastructures décisionnelles on-premise, pour avoir des performances très élevées, doivent être fortement dimensionnées et ont des taux d'utilisation extrêmement faibles. Du coup, le gain de payer à l'usage est extrêmement important. Et pareil, donc voilà, l'expérience parle, les coûts sont vraiment beaucoup plus faibles que les anciennes infrastructures. Et le fait d'être cloud permet d'être serverless et d'avoir une capacité réservable, quelle que soit la taille dont on a besoin. Et ça, c'est un confort très important. Donc, très performant, oui, le retour d'expérience est là. L'incertitude sur les coûts, en fait, on peut mettre des barrières. Et effectivement, ça nécessite une tâche additionnelle. On gagne sur toutes les tâches d'administration, de sécurité, de plein de choses. Mais par contre, il y a une tâche de pilotage des coûts, FinOps, qui est lucrative parce qu'on peut avoir des traitements qui sont chronophages, qui coûtent cher inutilement. Et on peut très facilement adresser les 2% de traitement qui génèrent 50% des coûts. Et du coup, réduire 50% des coûts avec un minimum d'efforts. Là où les traitements passés, on ne se posait pas tellement la question parce que la nuit applicative, ça marchait. Ça tenait en moins de 8 heures. Tout le monde s'en accommodait. Là, on a un potentiel d'optimisation qui est très important et qui, du coup, est lucratif. Donc, on a des nouvelles tâches qui arrivent, mais les dérives de coûts, la crainte d'avoir une requête qui coûte 10 000 euros, ça n'existe pas. Oui, on a des clients qui ont gâché 100 euros d'un coup, Oui, mais en fait, on le parle voit de tout de 100 euros. suite. Ouais. Et puis, quand une requête répond pas, en fait, on n'a pas besoin d'attendre qu'une requête réponde. Elle répond tout de suite. Et si elle répond pas tout de suite, c'est qu'il y a un problème. Du coup, on le sait au moment où on développe. Et comme on peut travailler, comme on peut développer sur la volumétrie complète, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de mauvaise surprise, en fait. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le fait de pouvoir développer ou recéter des flux sur de la volumétrie complète, ça change la donne aussi. On peut dupliquer un environnement à la volée en quelques secondes. Et c'était impensable avant. On avait différents environnements. Quand on fait de la data, c'est toujours très compliqué de ne pas faire avec des vraies données, avec des données actualisées et avec de la volumétrie. La plupart du temps, quand on faisait un nouveau flux, la personne qui développe n'a pas forcément dans l'idée qu'on va ramener une volumétrie importante et que tel que ça a été développé, c'est pas viable du tout. Là, on est de suite en conditions réelles. On peut dupliquer un environnement complet avec toutes les données et au moins le flux qu'on teste, la transformation, la requête, elle est directement sur un volume de production. On n'a plus cette barrière. Ouais, Ça, ok. ça vraiment, ça change. Pour le coup, Et on a même tous les cas d'usage qui existent en production. Donc, on n'a pas le défaut de développer sur des données partielles. Oui. Et quand on est en production, on découvre Oui. à la mise en prod que finalement, tous les tests qui ont été faits ne géraient pas tous les cas d'usage. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé hier. En fait, là, on peut répliquer les données d'hier et tester en développement, en test utilisateur, avec les données de production d'hier. Et ça prend quelques secondes. Ok, super. Donc, alors, sur cette première partie, là, on a pas mal échangé sur tous les atouts de ces nouvelles data plateformes modernes et j'ai bien compris qu'il fallait y aller. Il n'y a pas de frein, hein. Enfin, en gros, on est en train de se dire c'est plus intéressant financièrement. Dans les traitements de gros volumes de données, enfin voilà, on va optimiser les coûts, on va pouvoir être plus efficace, plus performant. Donc, merci pour ces retours-là. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de passer l'étape d'après, celle dans laquelle tu as commencé à évoquer tout à l'heure, parler des métiers, des choses que tu voulais faire évoluer. Et il y a un sujet qui revient régulièrement et qui est un petit peu le Graal, on parle de la self-service BI, donc comment donner la main au métier, les rendre plus autonomes dans tout ce traitement de leurs propres données et la capacité à analyser leurs propres indicateurs. Aujourd'hui, il y a quand même un constat, enfin, on revient, et Jérôme, on l'en partage régulièrement, pourquoi on fait difficilement de la self-service BI aujourd'hui? C'est quoi les problèmes?
Oui, alors, tu le sais, moi je suis un apôtre de la self-service BI. J'aimerais Ouais. que tous les métiers puissent être autonomes dans l'exploitation des données. C'est pour ça qu'on fait du décisionnel et voilà, c'est vraiment un des sujets qui m'est cher et qu'on essaye de pousser. Et on a essayé d'organiser tous les éléments et il y a beaucoup de prérequis en fait pour que ça fonctionne. Il faut qu'on ait un cadre de pilotage avec des indicateurs d'entreprise bien définis. Il faut avoir désiloté les données. Il faut des définitions claires qui soient partagées par l'ensemble de l'entreprise. Il faut que les données implémentées respectent ce modèle de données d'entreprise, ces indicateurs. Il faut qu'on maîtrise la qualité. Donc, il y a beaucoup de prérequis. Et même du côté de l'utilisateur, on a besoin que les utilisateurs aient à disposition des données exploitables, facilement compréhensibles et dans un outil qu'ils maîtrisent. Et en fait, les outils de data visualisation, l'idée de faire un rapport dans un outil, en fait, c'est un premier niveau d'expertise data qui nous paraît, nous, experts de la data, facilement accessible, mais en fait, un utilisateur métier, c'est pas son outil, c'est pas son métier, de faire des rapports. Et du coup, on avait cette barrière de l'outil, malgré les efforts de simplification, et on avait la barrière de la complexité du langage, du modèle de données d'entreprise. Pourquoi ? Parce que tout le monde au sein de l'entreprise, comme les choses sont assez silotées, sont guidées par les process, les outils métiers, tout le monde ne va pas appeler un client de la même façon. Un client, un prospect, un tiers, un client qui est fournisseur. Pour la compta, c'est pas un client. Pour le marketing, c'est un client. Pour le commerce, un prospect n'est pas un client. Enfin, on a un langage qui n'est pas uniforme dans l'entreprise. Et du coup, quand on veut construire des restitutions qui exploitent les données de la data platform, on n'a pas forcément le vocabulaire. Et on a beau mettre en place la gouvernance, des propriétaires de données, un catalogue, former les équipes, c'est un effort important. Et en fait, la promesse est souvent pas tenue ou alors que dans une petite partie de l'entreprise. Et là, on a des choses qui arrivent qui sont basées sur les mêmes paradigmes, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un cadre de pilotage, on a besoin d'un langage pour les données de l'entreprise, d'un langage commun. Par contre, l'idée de faire un rapport ou de demander à un data analyst pour avoir la réponse à une question métier commence à s'estomper en fait. On a des perspectives que demain, un utilisateur métier puisse interagir directement à n'importe quelle heure avec la plateforme data et obtenir des réponses qui sont précises, exactes et qui vont même l'aider à affiner ces questions pour trouver les bons indicateurs tels qu'ils existent dans le cadre de pilotage ou construire des restitutions qui soient précises, explicites, lever des ambiguïtés. Là où, quand on veut le chiffre d'affaires de l'année passée, en fait, le chiffre d'affaires de l'année passée, c'est pas aussi simple que ça. Et peut-être qu'il faut savoir si on regarde en date comptable, en date de commande, si on parle des ventes ou du chiffre d'affaires, si on prend en compte les provisions. Et tous ces éléments, en fait, la plateforme data pourra permettre d'affiner ça en langage naturel, comme on discute avec ChatGPT. Et en fait, c'est déjà en place, c'est possible de le faire. C'est innovant. Alors justement, Sébastien, il me semble que tu étais déjà en train de travailler largement sur le sujet. Tu peux nous partager ton retour d'expérience et ce que tu es en train de faire concrètement? Alors oui, c'est exactement ça. Alors nous, pour revenir un tout petit peu en arrière, je rejoins Jérôme sur le self-service. Moi aussi, c'est ma conviction, c'est que l'utilisateur métier qui connaît son travail est beaucoup plus à même à faire son propre rapport. Aujourd'hui, il y a une barrière technique et de notre côté, on avait deux outils de restitution, donc un traditionnel, de reporting traditionnel et un de DataVis. L'outil de DataVis était réservé en gros à l'équipe data pour construire la dashboard et l'outil de reporting traditionnel était ouvert aux métiers mais qui ont du mal à savoir quoi chercher, où chercher et comment chercher. Avec la modernisation, avec la mise en place de la plateforme data, on s'est dit toutes les règles qu'on a mis dans les outils de restitution, on les met dans la plateforme pour qu'elles soient communes et accessibles à tout le monde, pour que la donnée soit accessible. Et comme on a documenté les champs et qu'on a vu la possibilité avec les intelligences artificielles de pouvoir générer automatiquement des requêtes, on s'est plus concentré sur un modèle sémantique, donc sur une couche d'explication métier de nos données qui restent finalement techniques.
Et on a commencé à faire des premiers tests et c'est effectivement très bluffant. Nous, comme on a l'habitude de faire des requêtes, on n'y croyait pas. On s'est dit non, la machine, elle va pas comprendre ce qu'on dit, elle va pas générer la bonne requête. Donc pendant quelques semaines et quelques mois, on a fait des tests et effectivement, on peut pas lutter. La machine, du moment où on lui explique bien, où on lui donne du contexte, où on la nourrit, eh ben, elle est beaucoup plus rapide que nous. Et donc l'idée du self-service, finalement, c'est soit de pouvoir discuter avec les données, sans filtre, sans limite, soit même aller un peu plus loin, qu'on puisse générer automatiquement des visualisations, des rapports directement dans une plateforme où l'IA serait native. Nous, on est parti plus dans ce sens-là et d'avoir une révolution aussi vraiment de la partie REST-IT. Côté technique, on oublie le passé, on passe sur une plateforme moderne, et côté métier, il faut qu'on leur donne la possibilité d'utiliser cette plateforme, sinon ça n'a pas de sens. Et on s'est dit, on va oublier la plateforme de DataVis, la plateforme de reporting, pour se concentrer sur quelque chose qui est en phase avec toute notre nouvelle architecture et toute notre nouvelle façon de travailler. Donc effectivement, on a commencé, alors nous les premiers dans l'équipe data, à utiliser l'IA pour parler à nos données, mais pas que à nos données. Elle nous permet aussi de nous aiguiller sur certains choix de modélisation, sur certains un peu plus que la partie REST-IT, est vraiment sur la plateforme en entier. Au lieu d'aller rechercher, comme on faisait avant, de la documentation sur des forums ou sur le site de l'éditeur, comme tout le monde fait, là finalement l'IA qui est intégrée nativement à la plateforme, elle intègre la documentation. Donc on peut lui poser des questions directement sans être obligé d'aller chercher dans une documentation les différentes définitions de certaines fonctions ou certaines choses. Donc même pour nous, côté technique, ça change notre travail et on aimerait que pour le métier, ça le change aussi. Il faut oublier tout ce qu'on a connu. Oui, c'est ça, c'est on redonne une appétence au métier dans la mesure où on Tout à rend fait. le sujet beaucoup plus accessible. C'est finalement exprime-toi en langage naturel. Tout à fait, Par c'est contre, ça. toute cette couche sémantique va être super importante, c'est-à-dire comment définir concrètement tout ce qui peut être difficilement interprétable. Et donc, quelque part, il y a un travail avec le métier qui doit être fait pour donner ces définitions. C'est exactement ça. C'est peut-être ça le plus compliqué, c'est d'arriver à se mettre dans la peau du métier, d'arriver à lui donner un peu la main pour qu'il nous donne le contexte. La grosse puissance qu'il y a derrière, ce qu'on ne voit pas ou ce que les gens n'arrivent pas à percevoir pour l'instant, c'est qu'on maîtrise cette IA, c'est qu'on peut lui donner du contexte, c'est qu'on peut l'aiguiller, c'est qu'on peut lui dire surtout, si un utilisateur demande ça, il faut faire attention. Il faut faire attention au périmètre, il faut faire attention au vocabulaire. Donc on le maîtrise, c'est pas comme si on parlait à un chat GPT et on ne sait pas vraiment ce qu'il fait derrière. C'est que là, on nourrit la machine qui propose la réponse. Donc on a la main. Nous, demain, le travail de l'équipe data, c'est d'arriver à dompter cette machine. C'est ça. plus Puis j'imagine qu'il y a aussi des enjeux de... Je donne pas la donnée RH, je la balance pas parce qu'on a posé la question sur les salaires, je ne sais pas quel autre type de question on peut poser. Mais... Sur le self-service, effectivement, ce qui est alors un grand changement, mais aussi une bonne nouvelle, c'est que on va pouvoir lever les freins. Les freins pour faire du self-service BI, hier, ils étaient de deux ordres. Le premier, c'est qu'il fallait une bonne structuration, documentation des données pour qu'on ait effectivement ce qui s'appelle la couche sémantique. Donc globalement, les définitions et puis les indicateurs et la structuration des données pour permettre des analyses avec les bonnes projections sur les bons axes, tant sur les axes d'analyse. Et il fallait aussi une capacité de l'utilisateur final à utiliser l'outil en autonomie. Il faut réunir les deux et c'est ça qui était compliqué. Le premier est complexe mais on a les recettes et le deuxième était complexe aussi parce que ça nécessitait de la formation et des profils particuliers. La bonne nouvelle c'est que le premier volet, ce qui a été prévu, organisé, est complètement réutilisable. C'est-à-dire que la couche sémantique, la structuration des données, la gouvernance, c'était pensé pour permettre finalement à un data analyst, un contrôleur de gestion qui rejoindrait une entreprise, jour 1, d'avoir toutes les explications sur comment on pilote l'entreprise, sur les indicateurs, sur les axes d'analyse, sur les subtilités dans la gestion des ventes, du chiffre d'affaires, de la date, des provisions.
tout ça est documenté. Et documenté de manière non ambiguë. C'est ça la couche sémantique. Et ben, la bonne nouvelle, c'est qu'un agent qui arriverait le premier jour, qu'il soit humain ou robotisé, pourra exploiter cette documentation. Et l'agent robotisé, pour le coup, il connaît très très bien la documentation de l'outil. C'est-à-dire qu'il sait faire des rapports, il sait faire des requêtes SQL. Et ça, c'est pas spécifique à l'entreprise. Et en mixant du coup un moteur d'intelligence artificielle qui maîtrise l'outil, la documentation éditeur, n'est-ce pas, et la description du pilotage de l'entreprise, des données de l'entreprise, eh bien, on couvre le gap et on a du coup un agent qui remplace le contrôleur de gestion avec qui on peut discuter de manière autonome. Alors, il remplace. Attention, le contrôleur de gestion, il va continuer à investiguer des choses, mais il passera pas du temps à faire des rapports, il passera pas du temps à faire des requêtes. Et son manager pourra interroger la nuit, peu importe, la personne qui prépare une négociation le soir, la veille à 23h, si elle veut des réponses sur tout ce que le client a vécu, a fait, le SAV, ce qu'il a acheté, les devis qu'il a refusés, toutes ces questions, il pourra obtenir en autonomie des réponses en langage naturel sans être un spécialiste ni de la data, ni de l'outil. Et on réutilise tout ce qu'on a prévu pour le self-BI. Alors c'est super intéressant, Jérôme, et tu me permets de faire la transition avec la dernière question que je voulais vous poser sur votre petite ardoise, et c'est plus là votre conviction personnelle. Le métier de data analyst, est-ce qu'il va disparaître ? Et là, je vous demande de vous positionner, et puis après on en parlera, hein, mais est-ce que ce métier-là va disparaître ? Oui, non, ou alternative, hein. Allez, vous pouvez retourner aux petites ardoises. Oui, non. Ah, intéressant. On a un débat. Alors, du coup, Sébastien, pourquoi ce métier va disparaître ? Après, tout dépend de la définition de ce métier, qu'on- parce que chacun a une définition. Ah tiens, donne-nous ta particulière. définition. Ouais. Pour moi, un data analyst, c'est quelqu'un qui va mettre à disposition des données dans un tableau de bord, par exemple, à disposition du métier. C'est pas celui qui va fournir une analyse business des données. Pour moi, ce métier, en utilisant des plateformes modernes, va évoluer. Sur la définition des besoins, je pense qu'il va plus se rapprocher d'un data ingénieur que d'un contrôleur de gestion. Pour moi, la partie data analyst, finalement, elle va être gommée, ou si on arrive à donner la possibilité à un contrôleur de gestion ou à une personne qui a certaines appétences pour manipuler de la donnée, si on lui donne les clés, je pense qu'il pourra y arriver tout seul. Comme on enlève la barrière technique, finalement, pour moi, le data analyst était là pour mettre à disposition des tableaux de bord. Et ça, demain, pour moi, c'est plus nécessaire. On doit plus, côté data, se concentrer sur la préparation de la donnée, sur comment on expose la donnée, sur la qualité de la donnée, sur toute la partie traitement et cadrage et gouvernance et tout ce qu'il y a derrière, que la partie purement visualisation de la donnée. Très clair. Merci pour ta réponse. Jérôme, toi qui étais... Alors, j'ai mis non avec une petite étoile et en fait, je partage complètement le constat. C'est-à-dire qu'on avait avant une distinction entre le business analyst, qui était un utilisateur métier au sein du métier, qui comprenait très bien, qui menait les analyses, mais qui n'était pas spécialiste de la modélisation des données et de la construction des rapports dans la plateforme de visualisation, et un data analyst qui était, lui, qui maîtrisait bien la modélisation des données, qui faisait des rapports parce qu'il maîtrisait bien l'outil, l'ergonomie, la performance, mais qui du coup était était moins business et comprenait moins le métier. On avait cette distinction, et puis on avait aussi le data ingé, qui lui comprenait encore moins le métier, mais comprenait beaucoup plus les infrastructures, les performances, l'industrialisation notamment, et des technologies qui n'étaient pas maîtrisées par le data analyst, notamment du Python par exemple, ou dans une certaine mesure du SQL, parce que tous les data analysts n'avaient pas un niveau élevé de maîtrise SQL, notamment au regard de la gestion des performances. Ma vision, c'est que ces métiers vont évoluer, effectivement, mais on aura besoin demain, c'est pour ça que j'ai mis non, de quelqu'un qui a une bonne maîtrise des données de l'entreprise et de la façon de les modéliser, notamment pour les préparer, pour que l'IA puisse les intégrer. Alors, est-ce que c'est un data analyst ?
Pour moi, il est bien placé, le data Oui, analyst, c'est- pour prendre ce job parce que il a déjà la compréhension. Il est déjà à mi-chemin en fait entre le business analyst et le data ingé. L'ingénieur data, son métier est fortement transformé parce que effectivement, la partie réalisation, enfin développement de scripts pour intégrer les données, pour transformer les données, la productivité apportée par l'IA est majeure et le gain, la difficulté à acquérir les compétences. Bah maintenant, tous les data analysts, hein, ils savent développer en Python. ChatGPT sait développer en Python. Donc, alors, bien sûr, ça va faire grincer deux, trois dents, mais la réalité, c'est qu'on peut avoir un niveau de compétence, on peut facilement cumuler les deux compétences. Et un data analyst peut acquérir des compétences d'ingénierie data assez facilement. C'est peut-être plus complexe dans l'autre sens pour un data ingé d'acquérir les compétences de data analyse. Donc pour moi, le data analyst, oui, il va étendre son champ d'action. Il ne fera plus des rapports, effectivement. C'est l'agent qui fera les rapports. Par contre, quand on a besoin de préparer des données dans un nouveau domaine, si on rachète une entreprise et qu'on a besoin de mapper les modèles de données de l'entreprise qui vient d'être achetée avec l'entreprise qui a racheté, eh ben, il y a un travail de modélisation, d'analyse des données, de structuration qui ne sera pas fait par le business analyst, qui sera certes assisté par l'IA, mais qui devra à date être guidé par un data analyst. Et pour moi, c'est plutôt le data analyst qui fera ça que le data ingé. Même si, à terme, on aura, je pense, une sorte de fusion de ces deux métiers. Oui, c'est plus comme ça que je le voyais. Ouais. Du coup, moi, je vais rebondir là-dessus. C'est si on doit se projeter dans 3 ou 5 ans, comment vous voyez. Non, mais Ouais. voilà, peut-être pas 3 ou 5 ans, parce qu'au final, ça va tellement vite. C'est C'est peut-être ça, déjà ouais. dans 1 ou 2 ans. Ouais. Ça pourrait ressembler à quoi une organisation des équipes data chez Orchestra? Alors, Comment ça évolue en fait? Parce que c'est- toi, tu m'as parlé de l'impact que ça avait chez vous quand même en termes voilà, de job, de rôle, de. c'est assez compliqué de répondre. Nous, on est dans le. On est un peu. On a fini la migration technique finalement qu'on maîtrise et on arrive au moment où on doit parler avec le métier et où on doit leur annoncer que ce qu'ils faisaient, eh ben, ils vont le faire différemment. Mm. Et donc on est à un moment où c'est un peu compliqué finalement d'arriver à rassembler tout le monde. On a ceux qui comprennent et qui ont envie d'y aller parce qu'ils en ont marre de passer des heures à extraire les données, à les retraiter dans leur coin et ils comprennent la capacité de l'outil. Puis il y a ceux qui ont l'habitude, qui utilisent des rapports au quotidien et qui visualisent juste sans avoir aucune action derrière. Donc eux, ils comprennent pas pourquoi on veut leur enlever leur outil pour en mettre un nouveau. Moi, je pense, j'avais la conviction il y a quelques années qu'il fallait des data analystes par domaine, qu'il fallait un lien fort entre les équipes métiers et les équipes data. On a connu ça chez Orchestra il y a quelques années, où l'équipe était 2 fois plus grosse. La contrepartie, le désavantage d'une organisation comme ça, avec beaucoup de monde côté data, c'est que chacun était spécialisé et finalement, on est devenu une équipe industrielle, on est devenu des producteurs de rapports. Et on a eu cette étiquette qui nous a collé. La fameuse usine à rapport. C'est tout à fait ça. Et on a eu cette étiquette, nous, qui est encore des fois toujours là, hein, vraiment des producteurs de rapports. On a oublié ce qu'on faisait derrière, le côté modélisation, préparation. Et le gros travers, c'est qu'on a mis beaucoup de règles de gestion directement dans les rapports. Demain, moi, j'imagine plus des personnes métiers, du moment où on arrive à leur donner accès à l'information facilement, des personnes métiers dont c'est le boulot au quotidien d'aller présenter des chiffres, d'aller défendre des chiffres. Je suis convaincu qu'il faut qu'ils sachent comment sont calculés les chiffres, qu'est-ce qui se cache derrière. Et donc, pour moi, il faut forcément que ça soit fait côté métier. Moi, j'ai eu cette vie, j'ai déjà travaillé dans un service métier où je faisais mes propres outils d'aide à la décision. Donc, je faisais continuellement évoluer mes tableaux de bord, mais je savais exactement ce qu'il y avait derrière. Aujourd'hui, nous, le travers, c'est qu'on nous pose des questions. Comment c'est calculé déjà? Qu'est-ce qui se cache derrière cette formule? Donc aujourd'hui, on est obligé d'aller voir dans le code comment c'est calculé. Demain, l'avantage de tout écrire dans un modèle sémantique, c'est que même côté
restitution, ça pourra être affiché, clairement. Il n'y a rien qui sera caché. Mais je vois plutôt une évolution. Moi, les data analysts que j'imaginais dans un pôle data assez central, finalement, je me dis, ils peuvent être détachés côté métier pour vraiment apporter cette dimension business que des fois on est un peu loin du business, on comprend ce qu'on nous demande, mais il y a le fait d'interpréter aussi la demande. Là, quelqu'un qui est au cœur du métier, qui est tout le temps avec le métier, qui comprend les besoins et pourquoi on veut faire ça, pour moi, c'est beaucoup plus utile il faut vraiment un lien. Il faut un lien entre une équipe data et une équipe métier. Donc, j'ai pas l'organisation parfaite en tête, mais je me dis, c'est pour ça que le data analyst, pour moi, c'est un entre-deux. C'est peut-être que le data analyst, en fait, il existera toujours, mais il sera côté métier. Et il sera fusionné avec un business analyst et peut-être un contrôleur de Ça, le gestion. contrôleur de gestion aura un rôle aussi à jouer. Jérôme, là-dessus, alors, on a explosé le temps Oui. aujourd'hui. On a Ah passé, oui, mais pardon. c'est un contenu riche, on va dire. Oui, alors déjà, comment se projeter dans 5 ans? Je pense que c'est très très illusoire de se projeter dans 5 ans, vu les changements des 5 dernières années dans le domaine. Néanmoins, on a des choses qui se renforcent effectivement. On va sortir de l'usine à rapport, on va sortir une demande métier égale un rapport. On va sortir aussi, et ça c'est peut-être plus inquiétant pour les jeunes générations, on va sortir de métiers data, BI, peu qualifiés, c'est-à-dire que les métiers peu qualifiés vont être faits par des agents, et je pense qu'on aura dans la durée des gains de productivité qui vont amener à avoir une équipe plus restreinte, mais aussi plus expérimentée, plus senior. Et le sujet du data ingé d'aujourd'hui, peut-être que demain, c'est organiser l'infrastructure, le FinOps, la sécurité, le CI/CD, de manière fonctionnelle et efficace. Et finalement, c'est pas le travail de 3 personnes. Ça sera plutôt le travail d'une personne qui a la bonne vision, le bon niveau d'expérience pour organiser ces sujets. Et sur la partie préparation des données, on aura des sujets, préparation, exploitation des données, on aura à la fois des sujets plutôt d'architecture, c'est-à-dire organiser les data marts pour qu'ils puissent répondre à tous les cas d'usage des 5 ans qui viennent, de sorte que face à un nouveau besoin, on puisse y répondre en construisant progressivement la cible et en réutilisant au maximum, avec beaucoup de mutualisation et finalement très peu un besoin, un développement. Réutiliser, aller vers de la réutilisation, mais ça demandera une vision architecturale, une maturité vis-à-vis des besoins latents du métier, exprimés ou en cours, ou qui vont arriver, qui est assez importante. Voilà, c'est des travaux plutôt seniors. Et on a enfin le sujet de gouvernance. La gouvernance data qui se renforce de plus en plus. Pourquoi? Parce que si on veut exploiter le self-service BI façon historique ou nouvelle façon qui est en train d'arriver, on aura besoin de s'assurer que les données soient certes bien définies, bien expliquées, bien documentées, mettre en place en fait une responsabilisation des métiers avec des logiques de domaine de données, de propriétaires de données. Et on a un enjeu qui est difficile à activer, qui est la qualité des données. On a tous les éléments pour mesurer, pour rapporter les problèmes, pour investiguer rapidement. Mais il va falloir résoudre les problèmes de qualité des données. Et les problèmes de qualité des données, certains sont côté data et ils pourront être résolus assez rapidement, mais ceux qui vont survivre sont des problèmes de process, de saisie, qui sont en amont et qui vont nécessiter du coup des actions de gens qui ne sont pas au sein de la data. Et ça va s'organiser. Les sujets de qualité de gouvernance des données auront besoin de compétences au sein de l'équipe data. Du coup, une équipe data peut-être plus resserrée, plus senior, plus orientée vers les métiers, que ce soit à travers les besoins ou pour les enjeux de gouvernance. Ok, super. Bon, merci pour ces enseignements très riches. Donc, vous l'avez compris, un contenu plus dense qu'à l'habitude, avec un peu plus long. Par contre, on espère que vous allez aimer ce format, puisque ça vous permet aussi d'avoir plusieurs enseignements et plusieurs retours de la part de nos deux intervenants du jour. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ce contenu vous a plu, si vous l'avez trouvé long, peut-être adapté à vos questionnements, si vous souhaitez continuer à creuser, et puis nous mettre en évidence les sujets que vous aimeriez explorer un peu plus avec nous.
Merci à tous les deux. Merci. Merci. Je vous souhaite pas encore un bon apéro, mais on va passer à la suite. Et bonne journée et à bientôt. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.